Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live des gérants d'actifs de la GFI, aujourd'hui consacré à l'apport de l'intelligence artificielle dans la gestion d'actifs. Pour échanger sur ce thème, nous recevons Laurent Jaffray, président fondateur de Vivienne Investissement. Bonjour Laurent Jaffray. Bonjour Florent, bonjour à tous. Et Blaise Lestria, membre de l'équipe de recherche et contrôleur des risques chez Vivienne Investissement. Bonjour Blaise Lestria. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, Laurent Jaffray, en quelques mots, Vivienne Investissement est une société de gestion indépendante qui intervient sur l'ensemble des classes d'actifs, mais surtout qui fonde ses stratégies sur la recherche scientifique. Constat, tout d'abord, qui vous ont convaincu de la valeur ajoutée de cette approche dans la gestion d'actifs. Oui, en effet, l'idée d'aborder les marchés financiers à la base avec des hypothèses réalistes a permis d'essayer de développer une approche innovante de la gestion d'actifs. Alors, on va mettre en place une gestion flexible, diversifiée et innovante, alimentée par les dernières avancées scientifiques. Et notre objectif est d'offrir un couple rendement-risque de haut niveau, quelles que soient les conditions de marché. Les marchés financiers sont un univers complexe, et ça c'est important de comprendre, dont les lois sont non seulement mal connues, mais aussi changeantes. Dans le jargon, on dit non stationnaire, pardon. Nous en avons aujourd'hui un nouvel exemple avec la situation actuelle, totalement chaotique et sans précédent. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, seule l'intelligence artificielle permet d'apprendre ces lois à la volée, à mesure qu'elles évoluent. Que ce soit pour comprendre les mouvements des marchés financiers, pour s'adapter à leur comportement courant, ou encore pour améliorer l'analyse et la gestion des risques extrêmes. C'est pour cela que l'IA va être présente sur toute notre chaîne de valeur. Mais pourquoi cette approche? Si vous voulez, avant, il y a réellement un changement de paradigme, on peut dire, puisqu'avant, pour analyser les phénomènes, on avait des observations, on avait des hommes experts, et puis qui cherchaient à modéliser des phénomènes avec souvent quelques variables explicatives, souvent inférieures à 10, et ça va permettre d'expliquer, traiter pas mal de sujets. Par exemple, comme le domaine de la balistique, comme le calcul des marées. Les lois de Newton, par exemple, comportent quelques paramètres et sont bien connues, bien comprises et n'évoluent pas dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à de nouveaux problématiques qui n'étaient pas bien traitées par cette voie-là. Par exemple, le problème de la météorologie, le problème de la biologie ou le problème dont on parle aujourd'hui de la finance. Dans ce cadre-là, eh bien, si vous voulez, il y a beaucoup de données et puis il y a surtout un nombre de variables explicatives très, très grand. Et en plus, ces variables explicatives peuvent évoluer avec le temps. Et donc aujourd'hui, grâce notamment aux algorithmes d'apprentissage, ça va permettre de traiter beaucoup de nouveaux sujets de manière optimale. Voilà, c'est pour ça que nous utilisons cette approche et nous proposons donc des fonds flexibles, on va dire, diversifiés et innovants, avec une approche que l'on peut dire atypique, comme vous avez pu le constater dans le paysage de la gestion d'actifs aujourd'hui, puisqu'on est, on va dire, une gestion purement systématique et qui met réellement le risque et l'innovation par la recherche au cœur du processus d'investissement. Et en effet, Vivienne est issue d'un laboratoire de recherche scientifique fondé en 2005. Et donc, nous accumulons aujourd'hui 15 ans de recherche continue depuis 2005, la création, grâce à une équipe de chercheurs unique en son genre, composée beaucoup de docteurs en physique, en mathématiques et d'ingénieurs, issus des formations scientifiques françaises et internationales. L'idée, c'est de développer des modèles robustes, innovants et adaptatifs, grâce aux dernières avancées scientifiques et en utilisant des outils basés sur les technologies de pointe de l'intelligence artificielle. Tout cela pour avoir au final une philosophie de gestion qui va chercher à générer de la performance la plus régulière possible au cours du temps, tout en cherchant à maîtriser le risque. Et donc, aujourd'hui, on a deux fonds que l'on peut voir au slide, oui, voilà, avec un fonds Wesson qui est un OPCVM de type
un profil équilibré, c'est-à-dire un SRRI de 4, et puis MAC 3, qui est un FIA, avec un profil plus dynamique et qui correspond à un SRRI de 6. Et donc, l'idée de ces produits-là, c'est un peu comme tout type de gestion, de capter les phases de hausse tout en amortissant le mieux possible les phases de baisse. Voilà. Et pour OSA, on peut même dire que ça peut être une alternative aux fonds euros ou obligataires. Voilà. Ce qu'on peut dire sur le deuxième slide, c'est finalement que ce style de gestion plaît, puisque en 2012, lors du lancement de notre premier fonds, après 7 ans de recherche, OSA, on a démarré avec 900 000 euros sous gestion, et aujourd'hui, on est à 230 millions, avec notamment sur OSA des encours qui ont été multipliés par 10 sur les 3 dernières années, et par 4 depuis début 2019, passant de 50 millions à 200 millions. Voilà ce que je peux dire pour la première question. Alors, donc, 15 ans d'historique et en 2020, la preuve d'une grande capacité de résistance aux secousses qu'ont connu les marchés, puisque je regardais hier soir le rendement, la performance de votre fonds OESAN et j'ai observé que sa performance était positive depuis le 1er janvier. Là, les chiffres que vous donniez étaient à fin avril, mais en tous les cas, effectivement, à hier soir, un fonds qui doit faire partie du très faible nombre de fonds diversifiés qui ont une performance positive depuis le début de l'année. Pour entrer peut-être dans la composition, la stratégie de ce fonds, avec vous, Blaise Lostria, est-ce que vous intervenez sur tous les marchés, toutes les classes d'actifs, y compris les devises, y compris les matières premières, je ne sais pas. Est-ce que vous allez chercher aussi des sources de performance alternatives comme la volatilité? Et également, ça nous intéressera tous, quelles ont été les bonnes décisions d'investissement qui ont été prises au début de l'année et qui ont permis ces bonnes performances, cette bonne résistance, Blaise Lostria? Alors d'abord, merci de le souligner. En effet, nos produits ont bien performé, bien résisté face au choc de la crise boursière de ces derniers mois. On peut voir sur le transparent numéro 3, on voit le CAC 40 et le Dow Jones en noir et en bleu, mais c'est vrai évidemment pour tous les indices actions. Ces indices actions ont subi de fortes baisses, jusqu'à moins 35% au plus fort depuis le début de l'année. Et nos fonds ont fait déjà un beau mois de janvier, puis ont résisté aux cracks successifs des mois de février et puis de mars. Alors ça tient finalement, je pense, en premier lieu à une flexibilité pilotée par l'intelligence artificielle. Il y a une allocation à la possibilité de pouvoir réduire très fortement, voire de couper complètement certaines poches, certaines classes d'actifs en très peu de temps. C'est aussi le résultat d'une bonne diversification, puisque la stratégie investit en effet pour répondre sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations souveraines, volatilité, ce qui permet de tirer parti des décorrélations et de chercher la performance, cette diversification étant toujours pilotée par l'IA. Et puis il faut évidemment mentionner notre poche volatilité qui a excellemment joué son rôle, puisque nous a beaucoup servi, notamment à rester positif, puisque nous sommes passés long volatilité le 24 février jusqu'à fin avril. Ça veut dire qu'on a mis notre exposition positive à la volatilité des actions, ce qui nous a permis de bénéficier de la forte hausse de la volatilité des actions sur ces derniers mois. Et puis notre approche est basée sur ce qu'on appelle un budget de risque, ce qui fait qu'on cherche à contrôler les risques pris tous les jours. On ne sort pas du cadre de risque, c'est ça qui a été, je pense, aussi très important sur la période. On cherche à contrôler le budget de risque tous les jours. Alors on voit sur le transparent numéro 4 à quel point notre allocation peut être flexible et dynamique. Donc sur le graphique en dessous, alors sur la légende en orange foncé, en marron, ce sont les actions, notre exposition aux actions. En jaune, les obligations souveraines, et en gris, la volatilité. Alors concrètement, je disais, on a fait un beau mois de janvier, donc on avait une belle exposition actions, pas d'obligations souveraines qui n'ont été réintroduites que le 21 janvier. Puis, notre allocation d'actifs par intelligence artificielle a fortement diminué l'exposition au risque action dès le 24 février, puisque à cette date, on est passé de 50 à 10% en risque action, et jusqu'à atteindre moins de 5% fin février, et puis jusqu'au mois d'avril, une sensibilité presque nulle aux actions. Puis, comme je le disais, nous sommes aussi passés long sur la volatilité le 24 février. Et puis, l'exposition aux obligations souveraines
qui, depuis fin janvier, a été maintenue, en vitesse de croisière, puisqu'elle n'avait pas subi de choc au début de la crise. Ces obligations souveraines ont été réduites fortement dès le 12 mars, date à laquelle la sensibilité de taux du fonds est passée de 11 à 9 ce jour-là, puis rapidement à moins de 4. Et alors aujourd'hui, pour vous donner un petit aperçu de l'allocation courante, à la faveur d'une diminution modérée et progressive des risques, tels que ce que nous indiquent nos modèles, notre stratégie a augmenté progressivement son exposition action jusqu'à environ 20%, c'est-à-dire d'à peu près 0 jusqu'à 20%, et sa sensibilité taux de 3 jusqu'à 10. Alors, comme vous l'avez compris, ce qui a été important, et finalement le secret, s'il y en a un, c'est l'adaptabilité, grâce toujours à l'intelligence artificielle, puisque nos modèles sont conçus, en effet, pour s'adapter. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, dit comme ça, mais ils sont conçus pour s'adapter aux environnements de marché inédits. Ils sont faits pour ça. Et cette situation qu'on a vécue sans précédent, de krach généralisé, qui était brutal et d'une grande violence, ça a constitué, pour nos modèles, un vrai cas d'école, puisque notre stratégie a réussi, effectivement, à prouver une fois de plus sa robustesse, et c'est ça le mot important, la robustesse, aux événements extrêmes, grâce à un contrôle notamment dynamique des risques. Alors, et effectivement, je vois que nous avons déjà plusieurs questions sur le chat et n'hésitez pas à en poser. Je pense qu'on les prendra à la fin de votre présentation, à la fin de notre webinaire, mais n'hésitez pas tous à poser vos questions à nos deux intervenants. Mais merci Laurent pour ces précisions sur votre allocation d'actifs. On verra également, et ça nous intéressera tous, plus précisément quelles sont aujourd'hui les expositions qui ont été décidées par vos modèles pour affronter les mois à venir. Laurent Jaffray, vous observez, vous l'avez dit, que les lois auxquelles obéissent les marchés sont changeantes. Comment cherchez-vous à bien les appréhender à travers vos modèles? Et auriez-vous quelques exemples concrets à nous indiquer? Oui, en effet, cette question-là était au cœur de la réflexion de la création du Vienne Investissement. Et le point important est d'aborder les marchés avec des hypothèses réalistes. Quand on regarde le slide, là, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la théorie moderne du portefeuille, qui a beaucoup d'impact dans la façon de gérer de manière générale, il y a deux hypothèses importantes. Le côté gaussien des lois, des marchés, et son côté stationnaire. Alors, le côté gaussien, si vous voulez, ce sont deux lois qui, malheureusement, sont fausses. Ces deux hypothèses, qui sont fausses. Et heureusement, puisque si ces hypothèses étaient vraies, on peut démontrer finalement qu'aucune stratégie ne peut battre les marchés. Ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'engouement vers la gestion passive. Mais le fait que ces hypothèses soient fausses, ça redonne des lettres de noblesse à la gestion active, quelle qu'elle soit, scientifique comme la nôtre, ou plus traditionnelle ou classique. Voilà, donc ça c'est un point important. Et le côté gaussien, si vous voulez, on peut montrer que les marchés ne sont pas gaussiens avec simplement une constatation, c'est qu'une variation du CAC 40 de 9%, mettons moins 9 ou plus 9 dans une journée, ça devrait se produire une fois par période, on va dire, de 85 millions d'années. Et on s'aperçoit dans la réalité que depuis 87, on l'a vu 3 fois, dont une fois au mois de mars. Je crois que le CAC 40 a dû même, ça devait être proche des moins 12, donc rien que ça démontre que les marchés ne sont pas gaussiens. Et ça a des conséquences importantes. C'est-à-dire que pour avoir une bonne maîtrise des risques, il ne faut pas simplement regarder la volatilité. La volatilité est une mesure de risque, mais n'est pas la mesure de risque dans sa globalité. Et donc, une des conséquences de tout ça, c'est que, par exemple, dans le slide que l'on voit, c'est qu'il faut savoir diversifier. Et qu'une diversification excessive, par exemple, va augmenter les risques du portefeuille. Alors, c'est deux figures un peu techniques, mais on peut prendre la figure de droite, par exemple, où on voit en abscisse le nombre d'actifs du portefeuille qui augmente, donc de 0 à 100. Et puis en ordonnée, c'est le kurtosis. Ce qu'on appelle kurtosis, en fait, si vous voulez, c'est les chocs extrêmes dans le portefeuille. Par exemple,
un portefeuille qui, en général, propose des rendements entre -1 et +1, eh bien, les Kurtosis va, pour simplifier, mesurer les chocs que peut avoir à +5, -5, -10, +10, vraiment les chocs extrêmes des deux côtés. Et on s'aperçoit finalement que plus on diversifie le portefeuille, eh bien, plus le kurtosis partiel supérieur diminue. Ça veut dire quoi? Eh bien, les coups de chance, par exemple, les +5, +10 dans un portefeuille, ou +4, voilà, ces chocs extrêmes, la probabilité d'occurrence va diminuer. Donc, on voit bien que ce n'est pas bon pour le portefeuille. Pareil, si on analyse les chocs négatifs, hein, on va plutôt parler des chocs négatifs comme on a pu voir au mois de mars, c'est le kurtosis partiel inférieur. Et bien, on voit que plus on augmente le nombre d'actifs en portefeuille, plus la probabilité d'occurrence de choc négatif fort dans un portefeuille augmente. Voilà. Et donc, ça, c'est une des conséquences du caractère non gaussien et complexe. La deuxième hypothèse qu'on parlait, c'est l'hypothèse stationnaire. Ça veut dire quoi? C'est que finalement, en finance, malheureusement, les lois sont non stationnaires, donc sont instationnaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les lois évoluent avec le temps. Je vais essayer de mettre une petite vidéo. L'idée, là, c'est de vous montrer, c'est sur 3 ans, la structure de corrélation, par exemple, de différents actifs, les actions, les obligations. On voit qu'il y a la dynamique de la structure de corrélation, elle évolue. Ça veut dire que les marchés sont non stationnaires. C'est une démonstration empirique du fait que les marchés sont non stationnaires. Ça veut dire donc que les marchés obéissent à des lois complexes qui évoluent avec le temps et que donc il faut, pour appréhender au mieux ce problème-là, des modèles réactifs et dynamiques. C'est-à-dire que souvent, on faisait des allocations annuelles, trimestrielles, semestrielles, ça dépend des gens, parce que si la théorie était vraie, on s'aperçoit qu'on peut décider aujourd'hui d'une allocation et que finalement, normalement un an, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si la théorie était vraie, il n'y aurait pas de nouveaux éléments, donc il n'y aurait pas de choses à faire, quoi. Et là, on s'aperçoit que justement, comme ces lois sont complexes et non stationnaires, qu'il faut être réactif et faire parler les données tous les jours pour s'adapter aux changements éventuels. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur les quelques exemples. Alors pour compléter, je dirais, vous parliez d'appréhender ces lois changeantes, ces lois non stationnaires. Et ça, chez nous, ça recouvre plusieurs savoir-faire. Déjà, il s'agit de comprendre, c'est-à-dire de mesurer au jour le jour les mouvements des marchés pour ensuite s'adapter à ce comportement courant tel qu'on l'a mesuré, tel qu'on l'a compris, ou encore pour améliorer l'analyse et la gestion des risques extrêmes. Et en fait, sur tous ces aspects-là, l'IA, l'intelligence artificielle, est présente chez nous à tous les niveaux. Et elle permet notamment ce pilotage réellement dynamique de l'exposition aux classes d'actifs, toujours dans le cadre d'un contrôle du risque très strict. Alors concrètement, pour donner un petit aperçu concret, comment ça se passe? Nos modèles apprennent en ligne, alors en ligne, c'est-à-dire au fur et à mesure de la découverte, de la disponibilité de nouvelles informations qui lui arrivent, ils apprennent en ligne la meilleure réponse à l'environnement des marchés courants tel qu'il lui arrive en termes d'allocation. Et ils cherchent à y répondre. Alors l'exemple le plus récent, bien sûr, c'est celui dont je parlais, c'est la forte réduction de l'exposition au risque action le 24 février dernier, où on est dans la journée passée de 50 à 10%. Mais sur Voulez vous appuyer sur le slide qu'on aperçoit? Oui. À ce moment-là, on va le mettre plein écran. Voilà, il y a 2 ans, en février 2018, le 5 février 2018, c'était un événement extrême aussi, dont on se souvient, qui a marqué une rupture véritablement sur l'ensemble des marchés, puisque après une hausse continue d'1 ou 2 ans sur les marchés actions, le 5 février, ils subissent une sévère correction. Et le VIX, ce qu'on appelle souvent l'indice de la peur, c'est-à-dire c'est la mesure de la volatilité implicite des actions américaines, le VIX explose ce jour-là avec une hausse record de plus 115%, je crois, dans la journée, ce qui était le double de son plus fort rendement quotidien qu'on avait observé jusqu'ici. Donc c'était vraiment un fort choc. Et nos fonds, eux, ce jour-là, le 5 février, ont bien résisté avec des performances neutres la journée grâce notamment à notre sous-stratégie de volatilité qui a choisi d'entrer en position longue, donc en exposition positive sur le VIX, le 5 février dès 17h40, pour être très précis. Donc ça, vous voyez, c'est
un exemple concret d'adaptation dynamique à ce fameux caractère instationnaire des marchés qui peuvent changer très, très rapidement. Alors, outre la recherche d'opportunités d'investissement, la qualité de performance tient, vous l'avez plusieurs fois dit, vous l'avez mentionné, à la bonne gestion des risques, c'est l'objectif. Je voulais justement vous interroger sur votre approche votre appréhension des risques. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ou est-ce que ça correspond à ce que vous venez de dire? Bon, c'est vrai que la maîtrise, surtout, je dirais, la bonne compréhension des risques, a toujours été au cœur, effectivement, de notre philosophie et donc de nos stratégies de gestion. Et l'idée, comme le disait Laurent tout au début, a toujours été de travailler avec des hypothèses plus réalistes, ce qui conduit notamment, entre autres, hein, pas seulement, mais notamment à mieux appréhender effectivement les risques. Alors, puisque les risques sont de nature très diverse, et par conséquent, nos manières de les appréhender aussi, je pense que notre approche permet de bien appréhender ces risques-là dans toute leur diversité. Et alors, par exemple, pour être concret, du strict point de vue des ratios d'investissement et des risques de marché pris par la stratégie, tout est évidemment intégré dans les modèles à la base, c'est-à-dire de sorte que l'IA ne puisse pas sortir du cadre imposé à l'avance, que ce soit un cadre réglementaire ou simplement fixé par nous. Sur le risque de liquidité, notre approche qui consiste à exploiter les données, à faire parler les données, comme on aime bien dire, nous permet aussi de suivre en permanence la liquidité des instruments, par exemple. Nous réalisons aussi des stress tests de marché, des tests de résistance qu'on doit mener réglementairement. C'est des outils de mesure et de suivi du risque. On les réalise de manière très fréquente et ils sont aussi, je pense, grâce à notre approche, très réalistes. Ils peuvent s'appuyer sur des scénarios très divers, parfois ou non, inspirés d'événements du passé lointain. Et alors, chose très importante qui est liée à notre manière d'aborder les choses, c'est que nous avons un système informatique de pointe que nous avons entièrement développé. Alors, on comprend bien que c'est évidemment indispensable pour l'intelligence artificielle, pour le big data, puisqu'il s'agit de traiter de gros volumes de données, mais ça permet, en termes de risque, par exemple, une meilleure traçabilité des actes de gestion, ça permet des sauvegardes quasi permanentes, ça permet une redondance du système qui permet de reprendre l'activité depuis n'importe où, au cas où, par exemple, nos bureaux seraient inaccessibles. Donc, vous voyez, là, c'est encore un risque très différent. On est bien loin des marchés financiers au sens propre, mais c'est un risque qui est, je pense, élégamment résolu par notre approche spécifique. Donc, il y a un grand nombre de risques de nature très diverse que notre approche permet de bien traiter. Et dans les circonstances actuelles, donc confinement, etc., donc ça, c'est le cas pratique, notre approche systématique a représenté, je pense, un atout de taille, puisqu'elle a permis une parfaite continuité de la gestion. Nos activités de risque, de gestion de portefeuille, de recherche, n'ont pas été impactées par les mesures de confinement et se sont poursuivies sereinement. Oui, donc Blaise, vous venez de faire allusion justement à l'approche systématique de votre stratégie et justement Laurent Jaffray, peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce que représente cette stratégie systématique, c'est-à-dire sans intervention humaine. Oui, oui. Alors pour illustrer un petit peu les propos, je vais me baser sur le slide actuel. On a vu tout à l'heure, les lois sont complexes et évoluent avec le temps. Et donc, dans ce cadre-là, l'intuition conduit à prendre des risques non maîtrisés. Et donc, pour nous, la solution est l'approche systématique. Si on prend le slide, mettons, certes, c'est un peu simpliste, mais ça a le mérite d'exister et puis de s'apercevoir que même sur des problèmes simples, ben, l'intuition est souvent trompeuse. C'est que si on regarde la figure de gauche et que l'on regarde les deux disques orange, eh bien, on a l'impression ben, que le disque de droite a un diamètre plus important. Et en fait, si on passe de droite, eh bien, on s'aperçoit que finalement, les deux disques sont de taille équivalente. Donc, oui, on est purement systématique pour cette raison-là, mais l'humain est toutefois important. Il assure que les modèles sont en capacité de travailler et qu'ils le font conformément à ce pourquoi ils ont été programmés. Le gérant contrôle donc, in fine, les ordres, s'assure de leur cohérence. Le contrôleur des risques, lui, va s'assurer que les risques pris sont bien maîtrisés en permanence et que les ratios sont respectés. Sans mentionner
que c'est bien sûr notre équipe de recherche et développement qui améliore et maintient en permanence la stratégie et nos outils. Très, très bien. Alors, un autre sujet, celui de l'horizon d'investissement. C'est un sujet classique d'allocataire, l'horizon d'investissement. Les données que vous utilisez, elles vous offrent des indications sur des tendances à des horizons de temps différents. Est-ce que vous attachez de l'importance plutôt à anticiper les phénomènes moyen-long terme ou plutôt court terme ou une combinaison des deux? En effet, cette question est importante. Alors nous parlons plutôt de comportement multi-échelle, c'est-à-dire qu'en fait, nos stratégies captent en effet les grandes tendances sur les marchés, hein, tout en étant très réactives en cas de retournement, comme on l'a vu précédemment à court terme. Et c'est là l'une des grandes forces de l'IA. Hein, nous travaillons, on va travailler sur des échelles plutôt moyen-long terme, comme la plupart des gérants, et pas dans le domaine de la haute fréquence, qui est vraiment qui ne correspond pas du tout à notre métier. Voilà. Par ailleurs, on a compris que vous aviez une stratégie très réactive, ce qui nécessite de s'appuyer sur des lignes, des actifs très liquides. Est-ce que vos lignes en portefeuille sont constituées exclusivement de produits dérivés listés? Peut-être Blaise Lostria sur cette question. Alors la stratégie, en effet, n'utilise que des dérivés listés, qui comptent, hein, je rappelle, parmi effectivement les actifs les plus liquides au monde. Et ça, c'est évidemment, on comprend bien, c'est important dans les situations de marché normales, parce que les coûts d'exécution sont minimes, mais la liquidité, ça devient crucial dans les temps de crise. Donc, quand, par exemple, il y a des resserrements de liquidité, et dans ces cas-là, être en mesure de liquider toutes les positions du portefeuille en quelques secondes, ce qui est le cas, c'est un atout précieux. Alors, par ailleurs, pour placer de la trésorerie résiduelle, donc hors stratégie, nous utilisons parallèlement des titres de créance de moins d'un an, émis uniquement par les États européens les mieux notés. Alors, je me permets encore d'insister sur la liquidité. Effectivement, elle est capitale et c'est ce qui permet la scalabilité finalement de la stratégie, et particulièrement dans les périodes de crise, puisque le fait que nos stratégies de Vivienne Moissan ou Mac3 n'investissent que dans des instruments très liquides, c'est ça qui permet cette immédiateté, cette très forte réactivité qui nous caractérise et dont on parlait dans la réallocation des actifs, et toujours avec un coût d'exécution maîtrisé. Bien sûr, oui, donc la liquidité a été l'un des sujets ces dernières semaines, et donc votre stratégie, c'est peut-être aussi un atout, c'est sans doute aussi un atout fort de votre stratégie dans le contexte qu'on vient de connaître. Laurent Jaffray, pour parler à nouveau allocation d'actifs, on a vu quelle était votre allocation en janvier, février, et les ajustements qui ont été réalisés. Aujourd'hui, quelles sont les principales expositions dans vos portefeuilles qui ont été définies par les modèles et qui pourraient donner des indications, sans aucun doute, à chacun d'entre nous sur les bonnes allocations, les bonnes expositions pour les mois à venir, pour affronter les marchés dans les mois à venir? Oui, très clairement, aujourd'hui, la prudence reste de mise. Même si l'on constate ça et là des velléités, on va dire, de rebond, notre météo des marchés indique toujours un risque important sur les actions mondiales. Donc, avec prudence, nous avons repris, par exemple, un peu de risque sur les actions ces dernières semaines, jusqu'à environ 20% du risque, et avons modérément augmenté notre sensibilité au taux souverain. Et sur une sensibilité aujourd'hui proche de 10, on va dire. Mais nous restons sans doute plus que jamais, ce qui est important, je pense, à dire, confiants dans la capacité de nos stratégies, de nos fonds, à apporter à nos clients, sur le long terme, un couple rendement-risque de haut niveau. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien. Alors, on a pas mal de questions sur le chat, beaucoup d'intérêt pour ce sujet. Je vous propose désormais qu'on passe en revue les questions qui nous ont été posées sur le chat. Je vais prendre dans l'ordre celles qui ont été posées en premier. Vous me direz éventuellement si vous y avez déjà répondu ou si vous souhaitez apporter une précision. La première question qui a été posée, c'est ce qui concerne les budgets de risque de ces deux fonds.
Quels sont les Et alors, budgets de risque? je peux répondre. Donc, si on peut revenir au slide, oui, numéro 1. Vivienne Ouessant, donc c'est un OPCVM, il a un budget de risque, si on mesure en volatilité, de 8%, c'est-à-dire il cherchera une volatilité annualisée de l'ordre de 8%, et donc avec un ratio de Sharpe de 1, donc un rendement aussi annualisé objectif de 8% par an sur le long terme, sur la période d'investissement recommandée. MAC 3, quant à lui, c'est un FIA, et c'est un fonds professionnel spécialisé, qui a un objectif de volatilité annualisée de l'ordre de 20-24, donc 3 fois Ouessant, avec pareil 3 fois un objectif de rendement 3 fois supérieur. Et il vise donc l'ordre de 24% par an sur la période d'investissement recommandée. Mac 3, oui. on peut dire que Mac 3 finalement vise la même volatilité que Oui. le marché action. Voilà. Et donc c'est, comme on disait tout à l'heure, un profil dynamique. Et parallèlement, on peut dire que Ouessant vise le même rendement de long terme que les marchés actions, mais du coup avec un risque 3 fois inférieur en termes de volatilité. Très bien. Alors, une autre question d'abord d'un internaute qui se félicite de la référence à la Bretagne du nom du fonds et qui vous demande également, concernant la data, quelle est votre politique en termes de data quality? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Est-ce que... Alors sur la data quality, je peux laisser Laurent répondre sur la partie bretonne, mais sur la data quality, effectivement, toutes nos données proviennent de plusieurs fournisseurs, elles sont comparées, et on a également, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui examinent la propreté, la qualité des données pour détecter s'il y a un jour des choses aberrantes qui nous arrivent. Évidemment, nos algorithmes ne vont pas travailler dessus comme si de rien n'était, et vont les détecter, vont les sortir comme des outliers, comme des données aberrantes, de manière à ce que l'allocation d'actifs, que le gérant, de toute façon, le gérant humain, in fine, contrôle, avant de passer les ordres, c'est toujours l'humain qui regarde, qui contrôle les données et qui voit que c'est cohérent et qui passe les ordres, mais elles ont été préfiltrées en amont par tout un tas de filtres qui permettent d'assurer la qualité des données. On travaille que sur les prix, en tout cas pour ce qui concerne l'alimentation des modèles, ce qui est déjà qui sont des données souvent assez propres, mais dans tous les cas, elles sont filtrées. Très bien. Après, voilà, les données, bon, il y en a pour la gestion, il y en a qui sont utilisées pour les gérants en back, middle office. On analyse aussi beaucoup de choses, mais qui ne sont pas toujours utilisées pour le processus de gestion, mais qui peuvent être utilisées en back, middle, pour faire des commentaires de gestion, pour savoir ce qui se passe sur les marchés. Et pour revenir au côté Bretagne et Ouessant, je suis originaire de cette région et je trouvais que finalement le parallèle entre la mer, les événements extrêmes que l'on peut voir lorsque l'on habite une île comme Ouessant et le métier de gérant, ça demande beaucoup d'humilité. Et puis, voilà, tous les jours, on a souvent à faire face à des événements extrêmes. Donc, c'est pour ce parallèle-là qu'on a choisi le fonds Ouessant. Comme il est situé sur le nord-ouest de la France, d'un point de vue cadre rendement risque, c'est bien placé. Très bien. Vous vous sentez un peu en tant que gérant, un peu marin. Exactement, voilà. J'ai eu la chance de naviguer avec des marins avant, par exemple, le Vendée Globe, comme Yann Eliès ou le CAM, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est quand on est aux manœuvres pour bien gérer l'argent des gens, qu'on est face à des événements extrêmes, c'est un peu la sensation que peut avoir un marin lorsqu'il est seul, qui fait le tour du monde. Et on voit aujourd'hui, en discutant avec eux, que les marins aussi, malgré leur expérience, utilisent de plus en plus d'algorithmes, d'outils d'aide à la décision pour affronter ces événements extrêmes du mieux possible. Donc le parallèle et c'est marrant, on a beaucoup de similitudes, plus que l'on le croit en premier abord. Et très intéressant. Et donc, une question qui vous est posée sur le chat concerne la capacité de la stratégie d'investissement, l'encours maximal. Alors, vous y avez plus ou moins répondu, c'est-à-dire qu'effectivement, vous intervenez sur des marchés très liquides, sur les obligations souveraines et les actions à travers des produits dérivés listés.
je vous laisse malgré tout répondre à la question. Non, La capacité en la termes d'entrée. capacité maximale, ce que l'on peut dire, c'est que la capacité est très importante. Aujourd'hui, vraiment, l'état actuel de l'équipe, de l'état de nos systèmes, eh bien, on peut très clairement, facilement aller déjà sur au moins plus de 5 milliards. Après, eh bien, il y a toujours des techniques pour augmenter avec la diversification, le découpage des ordres. Il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, donc la capacité est clairement très, très importante. C'est aussi grâce à la liquidité des instruments. Et d'avoir toujours une même qualité de gestion, c'est-à-dire que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que même si on monte clairement à plusieurs milliards, 5 milliards, il y aura toujours cette même qualité de gestion qu'actuellement. Hmm. Et en l'occurrence, d'ailleurs, vous avez connu une forte augmentation de vos encours, je crois, ces derniers mois. Et une question pour un retour sur la question de la mesure des risques que vous avez, que nous avons traité, mais comme la question est posée, c'est bien de refaire une précision. Quelles sont les mesures de risque que vous utilisez, volatilité, VaR, maximum drawdown et d'autres? Peut-être à nouveau, je sais pas, Laurent ou Blaise sur cette question. Alors, ça dépend effectivement des usages. C'est ce qui concerne le contrôle ex post des ratios et posteriori. Effectivement, on utilise toutes ces mesures-là, la volatilité, la VaR. Sur la VaR, donc la value at risk, on la mesure en temps réel pendant toute la journée. Chaque minute, on calcule avec les positions, avec la volatilité courante des sous-jacents, etc. On calcule la VaR des fonds, les suivis donc en permanence. Pareil, le maximum drawdown, on le calcule tous les jours sur le passé pour faire une analyse de risque. A posteriori, on calcule également des mesures de diversification a posteriori, des corrélations, etc. Et sur le processus de gestion et de décision en tant que tel, sur les modèles d'allocation, là, on a des mesures de risque propriétaires, ce qu'on appelle la météo des marchés. Laurent y a fait un peu référence. Donc, c'est ce qu'on appelle le VI at risk. Et donc, c'est une mesure qui est propriétaire, naturellement, qui donne une indication sur les risques de chacune des classes d'actifs. Par exemple, aujourd'hui, il y a telle classe d'actifs, telle zone géographique des actions, par exemple, qui est rouge, qui est dangereuse, et telle autre qui est un peu moins. Pareil sur les taux souverains. Donc, on a comme ça une vision d'ensemble de la méthode des marchés en termes de risque. Alors, c'est évidemment pas une mesure de risque traditionnelle, c'est pas de la VaR ou de la vol, c'est une mesure qui permet d'intégrer toute la complexité du risque sur chacune de ces classes d'actifs et chacun de ces secteurs géographiques. Très bien. Donc des indicateurs de mesure du risque classiques traditionnels et puis également des indicateurs qui sont des indicateurs propriétaires que vous avez conçus. Cette question de la gestion du risque intéresse beaucoup. On a d'autres questions, mais vous y avez répondu sur ce sujet. Une question sur différence sur le poids des différents investisseurs dans votre fonds phare, le fonds Wesson. Et je crois que vous m'aviez dit que vous avez une clientèle très diversifiée. Donc, on imagine, mais vous allez y répondre, que les investisseurs qui sont dans votre fonds ne représentent pas individuellement un poids très, très important. Oui, exactement. On est bien diversifié en termes de nombre de clients. Puis, on touche aussi aujourd'hui, notamment avec notre taille, à tout type de clientèle. Voilà, à la fois des institutionnels, des banques privées, des family office, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. On commence maintenant aussi à être bien référencé sur les différentes plateformes d'assurance vie. Donc, ça va permettre aux conseillers de proposer et d'utiliser nos produits. Voilà, donc aujourd'hui, plus ça va, plus c'est facile, on va dire. Et donc aujourd'hui, tout ça, il y a beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens qui nous appellent, un peu aussi dans tous les pays du monde, du Japon, de la Chine, de la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Europe du Nord, l'Autriche, l'Allemagne, les États-Unis, l'Amérique du Nord. Donc voilà, donc après on peut pas répondre bien sûr à toutes les demandes, des fois pour des raisons juridiques, comme par exemple aujourd'hui sur les États-Unis, on n'a pas fait les démarches sont en cours, donc on dit gentiment aux clients pour l'instant que c'est pas possible, mais voilà. Donc on a une bonne diversification des clients en termes de typologie, mais aussi en termes de zone géographique. Puis voilà. Puis là, on commence à mettre en place une force commerciale parce que tout ça, on n'avait pas de force commerciale en interne. Et on voit rien que le bouche à oreille, les connaissances, ça a permis de faire quand même beaucoup de choses, quoi.
Vous parlez de vos effectifs et justement, d'ailleurs, c'est une question qui vous est posée. Donc, c'est l'occasion d'y répondre. Peut-être combien de personnes travaillent chez Vivienne Investissement, front office, fonction support. Vous avez donné des idées tout à l'heure des encours. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée concernant les effectifs? Oui, aujourd'hui, on est 13 personnes chez Vivienne, avec beaucoup de monde à la recherche. Un des points importants pour les effectifs, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est une fierté en tant que président, c'est qu'il n'y a aucun turnover au niveau des collaborateurs depuis la création de Vivienne en 2005, et pareil au niveau des actionnaires. Donc, personne ne veut partir, donc ça veut dire finalement qu'on s'y sent bien. Voilà, donc 13 personnes, alors beaucoup de chercheurs. Et puis, je ne sais pas si malheureusement aujourd'hui, mais de plus en plus, aussi, voilà, au risque. Il y a évidemment RCCI, un contrôleur des risques, une personne à la communication, secrétariat général aussi. Et puis tout le reste, c'est de la recherche et de la gestion qui sont assez proches lorsqu'on a notre type de processus de gestion. Alors pour finir, j'ai deux questions qui se complètent, donc je vous les pose l'une et l'autre en même temps. À quelle fréquence faites-vous des ajustements sur votre allocation? Et puis, autre question qui la complète, un de nos internautes s'interroge sur les conséquences de cette flexibilité des allocations qui amène potentiellement des changements brutaux, dit-il, qui pourraient limiter la scalabilité de la stratégie. C'est d'ailleurs une expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Alors, sur les fréquences, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tous les jours, on regarde quel est le risque du marché, qu'est-ce que le modèle pense des risques qui viennent du marché. Donc, on ajuste le budget de risque de manière à ce que tous les jours, on prenne des risques cohérents avec le comportement des marchés, avec ce que les modèles ont compris du marché. Donc, tous les jours, on réalise des ajustements qui peuvent être très légers. On ne change pas forcément tout le portefeuille, toute l'allocation tous les jours, naturellement. Ça peut être souvent très léger. C'est effectivement parfois brutal et décisif, comme le 24 février dernier ou le 5 février 2018. Il y a des moments où il faut agir, où il y a une rupture importante dans les marchés et qu'il faut réagir. Et donc, ces moments-là, effectivement, il y a un turnover sur les actifs, mais qui est, grâce à la liquidité des sous-jacents qui est quasiment indolore, qui se fait très rapidement et quasiment sans impact sur le marché. Et donc, comme je disais, la scalabilité, grâce à ces légers ajustements quotidiens et à cette liquidité importante des sous-jacents, elle est, comme le disait Laurent, importante. On peut aller jusqu'à plusieurs milliards et sans compter les améliorations qu'on pourrait faire sur le découpage des ordres, sur les différentes techniques qui permettent d'appliquer la stratégie sans que la stratégie, que les fonds n'en soient affectés. Que ce soit un de l'or, comme là, les derniers mois, sur 3 ans, on a multiplié par 10 les encours. Ça, c'est presque pas vu au niveau de la gestion opérationnelle en pratique. Oui, ce que je peux dire juste, c'était beaucoup plus difficile avec 900 000 euros au début de gérer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bons prix que les fournisseurs, parce que quand on a 900 000 euros, si on veut acheter du Boon, ça fait que du Boon en portefeuille. Voilà, et que plus on grossit, même avec plusieurs milliards, c'est de plus en plus facile. Parce que, voilà, on a une force. Pour plein de raisons. Donc, j'ai envie de dire que l'avenir est devant nous, quoi. Très bien. Un avenir, mais aussi un passé, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez tout de même 15 ans d'historique sur ces stratégies d'investissement. Eh bien, Laurent Blaise, si ça vous convient, ça fait quasiment 3/4 d'heure que nous échangeons. On peut donc peut-être se quitter sur ces thèmes, à moins une question à moins j'ai oublié une question sur le chat à laquelle vous souhaiteriez répondre. Non, j'arrive pas trop à les voir, donc non, mais je pense que c'est bien. Voilà. Et Laurent, il y a une question sur les types d'algorithmes, peut-être avec le transparent. oui, une question qui vient d'arriver. Donc, le numéro 10.
quelques secondes avant de se quitter et on peut traiter cette dernière question et merci de l'avoir posée. Vous avez beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Quel type d'algorithme utilisez-vous? À quel type d'indicateur s'applique-t-il? Alors sur le transparent numéro 10, alors effectivement, c'est une excellente question. Alors, on ne va pas rentrer non plus dans le détail concret, puisque vous pensez bien que c'est un peu stratégique. Alors, là, on voit sur le transparent, sur les deux colonnes, à gauche, ce sont les types de lois, et à droite, les types de contrôle possibles en réponse à ces types de lois. Donc, dans le cas simple où les lois sont déterministes, c'est-à-dire que, par exemple, une loi de Newton, la gravité, on sait comment ça marche, il y a des paramètres, c'est assez bordé, assez clair. Là, le type de contrôle pour réagir à ce type de loi, ce sont tous les systèmes asservis. C'est classique dans l'industrie. Si les types de lois ensuite, donc ça évidemment, ce n'est pas les lois des marchés, si les types de lois ensuite sont stochastiques, c'est-à-dire c'est un peu plus compliqué, il y a une dynamique dans l'évolution des paramètres, il y a un peu de complexité. Là, le type de contrôle en finance, notamment, c'est le contrôle stochastique avec le CPPI, l'assurance du portefeuille, comme on appelle souvent. Mais ça non plus, ça ne marche pas, puisque les marchés sont peut-être localement stochastiques, mais en vérité, ne sont pas exactement stochastiques. Donc, quand le type de loi et c'est le troisième cas, quand le type de loi est inconnu, quand les lois sont changeantes, donc non stationnaires, et ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur le marché, ce sont des lois complexes qu'on a vraiment du mal à maîtriser, et bien le type de contrôle qui est adapté et qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Deep Reinforcement Learning. C'est un apprentissage profond, comme on dirait en français, où il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de paramètres, et c'est pour nous, c'est ça l'intelligence artificielle, et c'est la seule manière d'aborder ces lois inconnues et changeantes, ces lois non stationnaires du marché, dans notre sens. Voilà, donc des outils apprenants qui sont une des définitions de l'intelligence artificielle. Et merci beaucoup pour cette présentation pédagogique de vos stratégies d'investissement plutôt différenciantes et qui ont montré encore une fois une bonne résilience sur l'expression consacrée depuis le début de l'année. Et nous allons donc nous quitter sur ce dernier sujet. Merci Laurent Jaffray. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Vivienne Investissement. Et merci Blaise Austria. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de recherche et contrôleur des risques de Vivienne Investissement. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt et portez-vous bien.